Donc la suite des Olympiades de chimie. Il faut pondérer des équations, faire des problèmes stoichiométriques, donc tout ça, c'est assez classique de la matière de 4e, et c'est une partie importante, hein, ça se retrouve dans toute la chimie. Donc, dès qu'on fait une réaction, il faut respecter la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, et donc tout ce qu'il y a dans les réactifs doit se retrouver dans les produits. Donc si on a 2 cuivres, il faut toujours 2 cuivres à droite, et ça nous fait 4 oxygènes, et donc il faut 2 molécules d'eau, et le soufre, 1 pour 1, c'est bon. 3 magnésium, on met 3 magnésium, 2 azotes, on met 2 azotes, et il nous reste 6 hydrogènes, donc voici 6 hydrogènes. Ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a 2 molécules qui contiennent du H, et donc il a 3 H, 2 H, donc il faut s'en sortir. Alors, habituellement dans l'eau, on a H et OH, donc si j'ai 2 H, je dois avoir 2 OH, comme ça j'aurai 2 molécules d'eau. Et alors, j'ai 2 sodium. Ici, du méthane, de l'eau donne du monoxyde de carbone et du dihydrogène. On a 6 hydrogènes, donc on prend 3 H, et c'est bon, un carbone, un oxygène, des deux côtés. Ici, du dioxyde de carbone de l'eau donne du glucose et de l'eau, c'est la réaction de la photosynthèse. Il y a 6 carbones dans le glucose, il y a 12 oxygènes dans le glucose, donc il faut 6 molécules d'eau, et donc ça nous fait 12 plus 6, 18 oxygènes, on a déjà 6 là, donc il faut encore 12. Et voici les équations pondérées. 10 points à gagner par des petits calculs. Donc on passe à la diapo suivante, qui est un problème stoichiométrique. Alors on a une information sur la combustion du butane, il vous donne l'équation pondérée, gentiment. On a une information sur le butane, et on vous pose une question sur le dioxygène. Donc l'information qu'on vous demande, c'est la masse de dioxygène. L'information qu'on vous donne, c'est le volume de butane. Donc on vous donne 100 litres, et à vous de savoir si c'est un gaz, un liquide ou un solide. Alors si on vous dit que c'est dans la condition CNTP, condition normale de température et de pression, donc ça c'est ce qui va concerner des gaz, et en fait il faut peut-être savoir que tout ce qui est méthane, éthane, propane, butane, tous les premiers hydrocarbures en fait sont des gaz, jusqu'en C5. C5 on commence à avoir des constituants de l'essence liquide. Donc c'est un volume de gaz. Donc on avait l'information un peu ici, et puis la culture générale. Et sinon, nulle part, ils disent que c'est un gaz. Alors, le volume de gaz, pour obtenir le nombre de moles, pour pouvoir utiliser l'équation qui vous parle en nombre de molécules, volume et mole, ça fait volume molaire. Il est donné sur la première page des Olympiades, il est donné à l'arrière de votre tableau périodique complet. C'est 22,4 litres par mole. Pour obtenir les moles, on divise les litres, donc 100 divisé par 22,4, pardon, et on obtient 4,464 moles. Alors ce réactif va disparaître. D'accord. Zoom. Il va disparaître jusqu'à 0, on va tout brûler. Donc ça, ici c'est un petit calcul écrit qui donne le nombre de moles au départ, la variation du nombre de moles, le nombre de moles au final. Alors l'oxygène va disparaître selon un autre coefficient. Donc on réutilise ce coefficient multiplicateur qui est la façon dont on lit l'équation. Ce n'est pas une mole qui réagit, c'est 4,464 moles. Et donc on doit multiplier tous les coefficients par ce multiplicateur qui reste le même. Et donc ici ça fait 29 moles. Donc ici on avait besoin de 29,0 moles. Donc 29 moles. Ça me paraît bizarre que ça tombe juste, mais voilà. Donc on avait consommé 29 moles. Donc il faut retrouver les coefficients multiplicateurs et multiplier ce coefficient multiplicateur par 13,2. On obtient 29 moles. Il suffit ensuite, quand on a ce nombre de moles d'oxygène nécessaire, grâce à l'utilisation des coefficients et de l'équation, repartir sur la masse avec la masse molaire. La masse molaire, parce que c'est mole et masse, mole, masse molaire. Et donc l'oxygène, c'est 2 fois 16, c'est 32 grammes par mole. Et on prend des moles, on les multiplie par des grammes par mole, et on obtient donc 29 fois 32. Et la bonne réponse est donc de 929 grammes. La réponse A. Ok. Problème suivant.
ici, on vous parle d'un sel hydraté. Donc ça arrive assez souvent dans les Olympiades qu'on parle de ce genre de sel. Donc on a un sel habituel avec un métal, un non-métal, et donc ici c'est un sel ternaire. Et en fait, ces sels peuvent être accrochés à des molécules d'eau. Donc quand on fabrique un sel, c'est assez hygroscopique, c'est-à-dire que ça prend l'eau, un peu comme le sel de la salière. On met un anti-agglomérant pour que ça ne fasse pas des caillots. Avant, on mettait du riz dans le sel pour que ça ne prenne pas l'eau. Donc les sels ont tendance à s'agglutiner, de former des sels hydratés. Et donc ici, on a un échantillon de phosphate de nickel hydraté. On le chauffe pour éliminer l'eau. Donc la façon d'avoir un sel vraiment non mouillé, c'est de le cuire. Hein. Donc comme ça, l'eau va s'évaporer. Et donc ici, on a pu déterminer dans ce sel hydraté quelle est la quantité d'eau et la quantité de sel. Donc ce qui se passe, c'est que si on a une masse de 1 g de sel hydraté, on retrouve en fait comme masse d'eau 0,282 g. C'est ça qu'ils disent, le sel perd une masse d'eau. Donc on peut savoir que la masse du sel pur, sec, c'est la masse du sel hydraté, moins l'eau. Et donc il nous avait en fait dans cet échantillon de 1 g exactement 0,718 g de sel sec. Alors pour retrouver là le fameux coefficient ici, on va s'en sortir de la même façon qu'un problème stoichiométrique. Donc ce qu'on demande, c'est combien de molécules d'eau il y a pour chaque molécule de sel. Donc on sait la quantité de sel, on sait la quantité d'eau, on sait se retrouver avec le nombre de moles pour pouvoir utiliser justement cette équation qui nous donne ce coefficient. Donc on divise la masse du sel sec par la masse molaire du sel, et donc la masse molaire du Ni3, 3 fois la masse du Ni, 2 fois la masse du phosphore et 8 fois la masse de l'eau, c'est 366. Donc la masse molaire, hein, c'est pas un N, c'est un M majuscule, 366,01 g par mole. Et donc en fait, dans cette quantité de sel de 0,718 g, il y a 0,00196 moles. Donc c'est ce que contient cette quantité de sel-là. Et donc la quantité d'eau qu'il y a avec ce nombre de moles de sel, donc c'est 0. On divise par la masse molaire de l'eau, 18 g par mole, 16 plus 1 plus 1. Et on obtient une quantité plus importante. Donc il y a déjà, si ça avait été le même chiffre, c'était une molécule d'eau pour chaque sel. Et donc, si on arrive à 0, le coefficient multiplicateur est 296. Et donc cette équation aura du 0,0196 partout. Et ce qu'on cherche, c'est le coefficient. Donc on a ici le x. Donc en fait, ceci moins ça fois ça est égal à 0. Donc ça veut dire que ceci est égal à ceci. Donc il faut supprimer la même quantité d'eau que celle qu'on a au départ. Et donc pour retrouver le fameux coefficient, on va faire 0,01567 divisé par 0,00196. Et là, on obtient 7,99. Donc, c'est 8. Il y a 8 molécules d'eau pour chaque molécule de sel. Donc, voilà la réponse qu'il fallait obtenir. On sait à peu près toujours se retrouver avec un problème stoichiométrique en chimie. Ici, il était un petit peu masqué, mais voilà. La question suivante, c'est de la nomenclature et de l'écriture d'équations. Donc, vous avez un texte, il faut le transformer en formule. Donc, quand on verse du chlorure d'hydrogène sur une roche calcaire, chlorure d'hydrogène, c'est HCl, chlorure signifie pas d'oxygène, et les valences c'est 1 et 1, donc chlorure d'hydrogène c'est ça. Une roche calcaire, on vous dit que c'est du carbonate de calcium, carbonate CO3, calcium Ca, valence du calcium 2, valence du carbonate, à savoir par cœur 2 aussi, on constate une effervescence. Alors, ce qu'on peut se dire quand on n'a pas d'informations sur les produits, c'est que souvent dans les molécules, il y a une partie plutôt positive et une partie plutôt négative. Et donc, il suffit de recombiner les plus et les moins des autres molécules. Donc en fait, ici, on a du Ca qui va certainement aller avec du Cl, mais attention en valence. CaCl2. Et le H va aller avec le CO3. On va avoir du HCO3, et attention en valence. C'est H2CO3. Alors si on vous parle d'une effervescence, c'est un gaz. Et en fait, ce gaz carbonique, cet carbonate d'hydrogène, est en fait instable et se transforme en de l'eau et du CO2. Donc c'est en fait ce que vous expirez quand vous respirez. Votre respiration dégage du CO2 et de l'eau qui est dissous dans le sang. Le sang est un peu acide et arrivé dans les poumons, ça se dégage sous forme
pas d'effervescence ici, vu que vous ne bullez pas dans l'eau. Voilà, donc ici, l'équation, il fallait encore la pondérer. Il y a 2 Cl et 2 H, donc il faut mettre ici. Il faut 2 HCl pour manger le calcaire. Alors, la poudre noire, mélange de nitrate de potassium, potassium K, nitrate NO3, valence 1, valence 1. Du soufre et du carbone. Lorsqu'elle explose, on forme du sulfure de potassium, sulfure, pas d'oxygène, et valence 2, valence 1. Voilà. Du dioxyde de carbone, CO2, du diazote. Donc 2 gaz, et c'est ça qui forme l'explosion. Et qui va faire démarrer la balle. Ok, on doit pondérer tout ça. 2K, 2K. 2 azotes, on les a déjà. Après, le soufre, 1 pour 1. Le carbone, 1 pour 1. Les oxygènes, alors 2 oxygènes pour 6 oxygènes. Alors ça ne va pas. On doit en prendre 3 pour en avoir 6 de chaque côté. Et donc on a 3 carbones. Et voici l'équation pondérée.